Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le Louvre aura une directrice pour la première fois de son histoire. Laurence Descartes prendra la tête du prestigieux musée en septembre prochain. Une tâche qui relèvera du défi dans un secteur culturel fragile, en quête de nouveaux publics et en particulier des plus jeunes. Pour en parler, je suis au téléphone avec Christophe Pomian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien franco-polonais, directeur de recherche émérite au CNRS, et on vous doit le musée Une histoire mondiale aux éditions Gallimard, dont le 2e tome est paru en mars dernier. Un 3e est actuellement en préparation, il paraîtra à l'automne. Et puis ici en studio, Michel Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Monde. Michel Guérin, il faut tout d'abord nous expliquer pourquoi il fallait une nouvelle directrice au Louvre, Laurence Descartes. Pourquoi donc le précédent président a été remercié? Enfin, il a été remercié, il voulait un 3e mandat, il a déjà fait 2, et manifestement ça coincé. On sait que ce genre de nomination, c'est directement à l'Élysée que ça se passe, hein, c'est Emmanuel Macron. Et on a bien compris assez vite que Macron hésitait, en tout cas n'a pas voulu, contrairement au ministère de la Culture, je crois, qui voulait maintenir M. Martinez à la tête. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà, la principale, c'est un problème de confiance générale entre M. Martinez et toutes ses équipes, notamment les conservateurs. Il faut savoir que le Louvre, c'est le plus grand musée du monde, et donc c'est aussi le musée où il y a plusieurs départements très puissants, les peintures, les sculptures, d'autres départements, et que ces chefs de département sont importants, ils ont un poids important pour le Louvre, mais aussi pour l'ensemble des collections françaises, en fonction de leur secteur. Et semble-t-il, il y avait une rupture de confiance entre ces chefs de département qui s'estimaient un peu brimés par le patron du Louvre, qui, semble-t-il, a un côté assez autoritaire. Et puis il y a eu plusieurs affaires quand même qui ont défrayé un peu la chronique, notamment j'ai envie de rappeler celle des Rembrandt, 2 tableaux de Rembrandt, un couple, d'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. Monsieur Martinez n'a pas voulu les classer Trésor national ou Trésors nationaux pour les 2. Ils sont partis aux Pays-Bas, il a fallu ensuite un peu ramer derrière, et finalement, alors que le vendeur, qui est là, monsieur Éric de Rothschild, était prêt à faire un prix pour la France, finalement, il s'est parti aux Pays-Bas, il a fallu ramer derrière, et finalement, ces 2 tableaux ont été achetés conjointement par les Pays-Bas et la France, et ils vont se les partager 6 mois l'un, 6 mois l'autre, enfin quelque chose. C'est un couple. Oui, voilà, on pourrait dire d'un côté l'homme et puis la femme, et puis on échange, mais enfin non, c'est pas ça. Enfin bref, on lui a reproché de ne pas avoir pris les devants pour essayer de faire en sorte que ces 2 tableaux restent en France. Il y a aussi l'exposition Vermeer, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un succès tellement énorme qu'il y a eu un bug de réservation sur Internet, etc. L'espace était beaucoup trop petit, et donc il a mal géré ça. Plus des problèmes de travaux, etc. Donc, et puis je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas trop aimé tout le lobbying de M. Martinez pour essayer d'avoir un 3e mandat. Il a fait un entretien avec Paris Match disant qu'il était l'homme de la situation, le sauveur, etc. Et donc tout ça confondu a fait qu'il s'est retrouvé dans une situation d'intérimaire à la fin. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut reprocher, je trouve quand même. Les grandes nominations à la tête des musées prennent un temps fou, ou même des institutions culturelles. Plus qu'avant, je veux dire plus que sous les précédents. Non, il y a déjà eu le cas. Laurence Angèle, qui dirige la BNF, est arrivée après un intérim de je ne sais pas combien de mois à la Bibliothèque nationale de France, quand même, qui est le principal établissement culturel subventionné par l'État. C'est quand même trop long. Là, on va attendre à Versailles qui va se passer. Il y a un changement attendu. Il y a un changement au Centre Pompidou. Espérons que ça prendra un peu moins de temps. Le choix est donc de Laurence Descartes, qui va prendre la tête du Louvre et qui était précédemment au musée d'Orsay. Michel Guérin. Oui, je crois que c'était la candidate d'Emmanuel Macron. On dit même que c'est lui qui est allé la chercher alors qu'elle n'était pas vraiment candidate. Il y a une raison pour laquelle elle pouvait être peu candidate, c'est qu'elle n'a pas fini son 1er mandat au musée d'Orsay. Elle est là uniquement depuis 4 ans, et peut-être qu'elle avait envie de poursuivre et de finir cette première action. Il y a une vieille tradition de passer maintenant du musée d'Orsay au Louvre. Ce n'est pas si logique que cela. Hein. Comment ? Ça n'est pourtant pas si logique que cela en termes de période. Ce ne sont pas les mêmes périodes, hein, puisque le Orsay est un musée du 19e, alors que le Louvre est un musée plus ancien. Il y a aussi un musée universel. Hein, oui. Tous les arts ont dit ça, ce vieux rêve de musée universel. Mais Madame Descartes a un très beau bilan à Orsay. Évidemment, il y a toujours le sens symbolique d'une première femme à la tête du Louvre. Charge à elle maintenant à la fois de pacifier un peu ce musée, et puis de résoudre, pour moi, qui est la vraie question pour ce musée, c'est-à-dire qu'à la fois
Quand il n'a plus de touristes, ce qui est le cas maintenant, on dit c'est merveilleux, on peut y aller, mais ils perdent un argent fou. Et quand il y a trop de touristes, ils équilibrent leur caisse, mais on dit c'est épouvantable, les Français ne peuvent pas y aller. Et J'ai même lu musée pour touristes, oui, de manière extrêmement péjorative. 75% du public du Louvre est un public touristique. Ce qui paraît plutôt normal. Oui, le problème, c'est que les Parisiens et les amateurs d'art, ils vont de moins en moins, ce qui est quand même un peu un paradoxe. Il faut vous rappeler que c'est quand même un musée qui reçoit une bonne centaine de millions d'euros de francs de l'État. Et que, en effet, tout le monde reconnaît qu'il y a un vrai problème de fluidité dans ce musée. C'est-à-dire que vous avez des salles archi pleines, notamment autour de la Joconde. Et on avait aussi reproché à M. Martinez de ne pas avoir pris ça vraiment de manière forte, c'est-à-dire d'essayer de voir comment faire que ce musée soit quand même plus facile et ne devienne pas une espèce de Barnum culturel. Non, parce qu'à côté de ça, il faut quand même dire que Jean-Luc Martinez était un grand connaisseur de l'art antique. Oui, spécialiste d'archéologie. Qui a aussi un bilan correct, hein, par ailleurs. Hein, faut pas qui tranchait avec les anciens présidents du Louvre, qui étaient assez souvent des gens issus Alors voilà, du Cénacle. Oui, ça c'est quand même assez terrible, si vraiment c'est ça. Je ne pense pas que ce soit un argument. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait une vieille tradition quand même, de responsables du Louvre qui viennent, comment dire, par la voie royale, comme s'ils étaient déjà des gens d'une certaine élite culturelle, alors que oui, des choix qui auraient plu à Bourdieu, ouais, qui auraient validé les théories de Bourdieu. Alors que M. Martinez vient d'un milieu plutôt modeste, et c'est la méritocratie à la française, on dira. Le paradoxe, c'est qu'ensuite, on lui a reproché un excès d'autoritarisme. Donc, c'est ça, en fait, la principale difficulté qu'il a rencontrée. Christophe Pomian, vous qui êtes en ligne avec nous et qui avez travaillé sur une histoire du musée, pouvez-vous nous dire ce que le Louvre représente parmi les autres musées ? Écoutez, une légende, c'est-à-dire d'abord le Louvre est le premier musée ouvert démocratiquement, avec toutes les réserves concernant les heures d'ouverture qui étaient à l'époque, mais quand même où n'importe qui pouvait entrer, pas à n'importe quelle heure, parce que c'est une autre chose. Ensuite, c'était les musées qui, par des moyens pas très recommandables, est devenu un musée, en effet, des chefs-d'œuvre universels pour l'époque, évidemment, pour laquelle l'universel signifiait européen, mais le Louvre est aussi un musée qui a eu un premier directeur qui était un personnage tout à fait exceptionnel. Je parle de Dominique Vivant-Denon, à la fois écrivain, voyageur, homme d'un très grand courage, ce qui à l'époque napoléonienne était un énorme plus, et qui a su faire du Louvre une institution connue dans tous les milieux, encore une fois intéressés par l'Europe. N'oublions pas, nous sommes au début du XIXe siècle, c'est une société très différente de la nôtre, donc il faut relativiser tout ça par rapport à l'époque, mais il n'en reste pas moins que le Louvre de Denon a laissé une trace légendaire qu'il est resté pour très longtemps un modèle, une inspiration. Évidemment, on ne pouvait plus utiliser l'armée napoléonienne pour faire les acquisitions, ce qui était le cas de Denon, qui n'avait pas beaucoup de scrupules de ce point de vue-là. Tout ça a changé, mais cette idée des musées tels que Denon je ne veux pas dire fait parce que les musées étaient faits avant lui, mais il a quand même parachevé, perfectionné et porté à une hauteur qu'il n'avait pas avant. Tout cela a fait du Louvre
une sorte de prototype, excusez-moi. Et oui, et d'un musée exceptionnel. Mais justement, Christophe Pomian, à l'origine, quel était le projet du Louvre? S'agissait-il d'emblée de faire un musée exceptionnel? Était-ce ainsi que l'on réfléchissait à l'époque? Parce qu'on a bien du mal à se projeter dans ce que pouvait être, j'ose le mot, une politique culturelle à ce moment-là. D'une certaine manière, on peut dire que dès le début, il s'agissait de faire un musée exceptionnel. D'abord, il ne faut pas oublier que si c'est la monarchie et les surintendants des beaux-arts d'Angivilliers qui ont commencé tous les travaux de préparation du musée et ont fait beaucoup, c'est la Révolution qui a porté ce travail à son terme, qui a procédé à l'ouverture du musée, que donc auparavant il fallait transporter les œuvres, mettre les lieux en l'état. C'est d'ailleurs ce problème qui a retardé l'ouverture. Et en même temps, dès le début, l'idée était, telle qu'elle était déclarée, que c'est un musée qui doit être un musée pour tout le monde, que ce n'est pas un lieu réservé à des riches amateurs, que c'est un musée qui doit être ouvert au public au sens très large de ce terme. Cela signifiait aussi, et il y a eu tout un débat là-dessus, qu'il fallait que l'accrochage soit accessible, compréhensible pour n'importe quel public, que ce ne soit pas, comme disait Roland de la Platière, ministre de l'Intérieur, qui a été l'homme des tout débuts du musée, il faut que ce soit pour tout le monde. Et oui, et alors cette idée était tout à fait exceptionnelle à l'époque. Michel Guérin, aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle directrice pour le Louvre, Laurence Descartes. Quelle va être sa mission? Quels sont les défis qui, aujourd'hui, doivent être relevés? Je pense qu'elle a 3 défis. D'abord, elle doit, je pense, enfin, j'ai pas de conseils à lui donner, mais je pense qu'elle va un peu réorganiser le musée, ou avec Monsieur Martinez, qui a un peu empilé des responsabilités les unes derrière les autres. Il a créé quelque chose qui a été très contesté. C'est au-dessus des chefs de département, une espèce de direction transversale, une direction de la muséographie, une direction de tous les départements, et qui a été très très mal vécue. Je pense que là, il y a un problème de réorganisation. Ensuite, elle a une deuxième problème, c'est la question donc évidemment de la fluidité du musée, et je pense qu'elle a déjà dit un petit peu qu'elle voulait revoir les horaires, par exemple, plus larges, pour essayer un peu de faire en sorte qu'il y a des moments dans la journée, voire dans la soirée, où on pourra aller au Louvre un peu plus tranquillement qu'aujourd'hui. Va-t-elle déplacer la Joconde, par exemple? Alors attention, pas la prêter, hein. Elle est absolument pas... Mais est-ce que des gens se posent la question, est-ce que cette œuvre accapare tellement le public, notamment des touristes, est-ce qu'il ne faut pas lui trouver une entrée spéciale, propre, qui permettrait quand même un peu de désengorger le musée? Enfin, elle va sûrement poursuivre, elle a déjà dit, c'est qu'elle a déjà entrepris au musée d'Orsay avec cette exposition qui avait été jugée remarquable, qui s'appelait Le Modèle Noir, c'est-à-dire comment en fait introduire les questions de société dans le musée, et comment en effet la représentation par exemple des Noirs dans la peinture avait été à la fois traitée par la peinture elle-même, mais aussi par la façon de titrer, de légender, etc. Et elle a dit qu'elle voulait également placer le Louvre dans ces questions-là. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des questions de société qui vont entrer au musée du Louvre. Ensuite, il y a peut-être enfin un problème, je ne sais pas, de financement, c'est de retrouver un modèle économique qui permet à la fois d'avoir une façon un plus large public, évidemment, plus large au sens, puisque le musée du Louvre, comme les autres musées, ont un problème de diversité. Quand je dis diversité, c'est que les classes populaires ne vont pas au musée, mais comme elles ne vont pas plus au théâtre, en tout cas très peu. Et il y a quelque chose à jouer là-dessus, sur le public français. Je ne fais pas du tout une histoire de nationalisme, mais se poser quand même des questions.
comment le public qui habite en France, qui habite à Paris, en région parisienne, s'approprie un peu plus ce musée. Je pense que ça va être une question pour elle. Mais alors, c'est parce que ces grandes expositions qui avaient très bien marché à Orsay, on avait parlé sur France Culture, on avait fait une journée d'antenne à la fois pour le modèle noir, mais aussi plus récemment pour l'invention de la nature dont on avait parlé dans les matins. Est-ce que c'est transposable au Louvre ? Le Louvre a déjà un gros problème, c'est qu'il n'a pas un grand et bel espace pour les expositions temporaires. Ça avait été un choix. Lorsqu'il y a eu la rénovation, avec la fameuse pyramide, la rénovation mitterrandienne, j'ai envie de dire, il y avait trois options, c'était opposé sur le fond, parce qu'on pense à la pyramide qui est juste une porte d'entrée. Mais le vrai travail de de ce grand Louvre, comme on l'avait appelé à l'époque, c'était quand même le doublement de surface, et c'était quoi en faire. Et il y avait une option, par exemple, que proposait Jacques Lang, qui était justement de faire beaucoup plus un musée ouvert sur la société, un peu à l'image du Centre Pompidou. Il voulait ça et il demandait aussi un très grand espace d'exposition temporaire, parce qu'on sait aussi que ce sont les expositions temporaires qui attirent le public local, le public parisien, etc. Alors que les touristes se fichent des expositions temporaires. Ils viennent voir les grands chefs-d'œuvre du Louvre. Et ce choix qu'avait proposé Jacques Lang n'avait pas été retenu par Mitterrand. Et en fait, c'est un grand musée pour ses collections et beaucoup moins pour ses expositions. Donc, il faudrait revoir toute la circulation au sein du musée pour pouvoir faire des expositions temporaires, mais ce n'est pas le cas. L'économie du Louvre, en quelques mots. C'est 108 millions par l'État, la moitié, le reste c'est les ressources propres. Donc ça veut dire que c'est un musée qui est très dépendant de ses visiteurs. Donc c'est bien gentil de dire quand les gens disent il y a trop de touristes, etc. Mais s'il n'y a pas les touristes, on se retrouve avec un déficit énorme que va devoir éponger l'État. En effet, posons-nous cette question. On ne peut pas à la fois demander au Louvre d'être plus ouvert aux Parisiens franciliens et à la fois d'avoir plus de ressources propres. Enfin, c'est quand même. Mais vous savez, les injonctions de par le monde, c'est toujours un grand classique du ministère de la Culture. Absolument. Mais Michel Guérin, ça existe un musée qui ne serait pas un musée pour touristes? Il y a quand même qui est assez étonnant. Je ne sais pas si vous allez au MoMA, au Musée d'Art Moderne de New York, au Metropolitan aux États-Unis, si vous allez aux offices. Alors évidemment, il y a beaucoup de touristes, mais il y a l'impression quand même qu'il y a plus de fluidité, je sais pas, ça a l'air beaucoup plus simple. Le problème du Louvre, c'est quand même c'est le plus beau, le plus grand du monde. Nous sommes la première destination touristique, faut l'accepter, quoi. Je veux dire, c'est quand même le problème du Louvre est un problème de riches, hein. Il faut quand même le rappeler, et c'est mieux à traiter ça que n'avoir personne dans son musée, comme c'est le cas de 90% des musées français. Michel Guérin, rédacteur en chef au Monde. Christophe Pomian, philosophe, historien. Vous publiez Le Musée, une histoire mondiale aux éditions Gallimard. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va voir quelle politique culturelle adopter, notamment pour le Louvre, mais pas uniquement aussi, puisque Laurence Descartes a beaucoup insisté sur le fait qu'elle voulait que plus de jeunes, plus de personnes issues des milieux modestes viennent au Louvre. C'est un thème régulièrement abordé dans les milieux de la culture. On va voir ce qu'il signifie et ce sur quoi il pourrait déboucher. 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le Louvre change de directeur, il s'agira d'une directrice. Laurence Descartes, et puis de nombreuses tentatives sont faites pour ouvrir à tous les publics les musées, la culture, notamment le pass culture. Laurence Descartes a évoqué sa volonté d'ouvrir le Louvre à tous les publics, mais c'est un thème extrêmement commun dans le domaine de la culture. On en parle en compagnie d'un philosophe et d'un historien franco-polonais. Christophe Pomian, vous êtes en ligne avec nous. Le musée Une histoire mondiale, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Gallimard. Et ici même, Michel Guérin, rédacteur en chef au Monde. Ces propos de Laurence Descartes, pourquoi les prononcer? Qu'est-ce qu'ils vont aujourd'hui concrètement apporter en matière de politique culturelle, notamment pour le musée du Louvre, Michel Guérin? Alors, vous savez, la question de l'ouverture à tous les publics, c'est un serpent de mer en France depuis 60 ans. En fait, depuis que le ministère de la Culture a été créé, on essaye de se dire, c'est quand même de l'argent public, il y a une politique publique, autant qu'elle serve à tout le monde. Et le problème, c'est que la culture est un des champs de la société les plus clivés.
En tout cas pour la culture, vous avez d'un côté la culture publique, ce qu'on appelle légitime. On dit peu trop ce mot parce que ça c'est pas très en cours, mais c'est-à-dire les théâtres publics, les musées publics, les salles de concert publiques, etc. Et aussi on met dans la culture légitime les lecteurs de romans, quoi. C'est le champ privé là avec les librairies, mais quand même. Or cette culture-là attire très peu les jeunes et notamment les classes populaires et défavorisées. Et donc, ça fait 60 ans qu'on essaye de trouver des solutions. Et c'est pas étonnant, chaque fois que vous avez un nouveau directeur, une nouvelle directrice d'établissement qui arrive, évidemment, c'est de dire nous devons l'ouvrir au plus grand nombre. Alors comment? C'est là où ça devient évidemment compliqué, parce que chacun, pendant 50 ans, la seule politique, ça a été en gros, si les gens ne vont pas au théâtre, c'est parce qu'il n'y a pas de théâtre. Donc on a construit des théâtres. Mais ils n'y vont pas plus. C'est pas si simple que si c'était la solution, ça se saurait. Donc maintenant, il y a une nouvelle solution là qui est apportée par donc Emmanuel Macron, c'est puisque la politique, son appel de l'offre, c'est-à-dire faire des musées partout, des théâtres partout, les faire moins cher, tout ce que vous voulez, ça marche pas assez pour attirer les jeunes défavorisés. Eh bien, on va faire à l'inverse complètement. On va donner de l'argent à ces jeunes. C'est le fameux Pass Culture, 300 € à consommer entre guillemets pendant 24 mois via une application donc numérique sur son smartphone ou sur sa tablette. Il y a 4000 et quelques offres dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. C'est quand même, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vous avez 300 € et le but évidemment, c'est que les jeunes aillent consommer et aillent, etc. La question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, évidemment. Et donc, en fait, il y a deux questions qui inquiètent beaucoup les milieux culturels, parce que je me suis intéressé au fait pourquoi les milieux culturels sont contre, en grande majorité. Alors que quand même à l'arrivée, quand ils vont dépenser de l'argent, cet argent va finir chez ces lieux, et qui donc va permettre de renflouer un peu les caisses, ou des librairies, voire des théâtres, etc. Ils sont contre pour deux raisons. La première, qu'ils craignent vraiment que l'essentiel de l'argent finisse dans l'industrie culturelle privée. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on passe de l'argent public au privé. Alors, l'État... Ça aille chez Netflix. Non, justement, ça ne peut pas aller chez Netflix. Ça, c'est quand même une des forces du pass. C'est qu'ils ont quand même limité l'offre essentiellement, enfin quasiment tout, à des producteurs culturels français. En tout cas en France. Vous pouvez aller chez Deezer pour écouter de la musique, mais vous ne pouvez pas aller chez Spotify, ça n'existe pas. Enfin, vous pouvez y aller, mais vous payez. Vous pouvez aller sur Canal+, un abonnement à Canal+, mais vous ne pouvez pas avoir un abonnement à Netflix, voilà. Et ainsi de suite. Ce qui est quand même évidemment une bonne chose. Il limite aussi le Pass Culture à 100 € d'achat numérique, pour pas que ça soit uniquement de la culture virtuelle. Donc vous avez plusieurs garde-fous comme ça pour en effet quand même orienter les choses. Christophe Pomian, vous qui êtes historien du musée, ce thème de l'ouverture à tous les publics, vous parliez du créateur du Louvre, Vivant Denon. Est-ce que c'est un thème qui n'est peut-être pas aussi ancien que Vivant Denon, mais enfin, est-ce que cela fait partie des rôles et des missions du musée depuis sa création? En tout cas, c'était certainement un rôle du musée pendant la Révolution, à l'époque de son ouverture. Ensuite, il y a eu des hauts et des bas. Dans l'histoire du Louvre, c'est les problèmes des heures d'ouverture. C'est les problèmes aussi que pendant très longtemps, les musées étaient conçus comme un lieu où la production artistique doit se reproduire et donc priorité aux copistes qui venaient travailler au musée par rapport aux visiteurs habituels, sauf les étrangers. Donc tout ça n'était pas très cohérent. Tout ça a changé, à vrai dire, après 1848. Et à partir de ce moment-là, en termes administratifs, le musée est ouvert à tout le monde. Maintenant, le vrai problème, évidemment, commence. Comment faire venir tout le monde au musée et disons, même au risque de passer pour un hérétique, est-ce que c'est un projet réaliste? Dans quelle mesure c'est au musée qu'incombe de les faire? Il y a là un travail de préparation qui est nécessaire. C'est tout un problème, par exemple, de l'enseignement de l'histoire de l'art dans les secondaires
qui n'est toujours pas résolue. Les musées trouvent les publics qui a déjà été façonné par l'école et par la famille. Et oui, c'est d'ailleurs sur ces différents arguments que l'on évoque l'impossibilité ou bien de populariser la culture ou bien le fait qu'on va s'adresser à des milieux qui sont déjà favorisés. Du coup, il y a, Michel Guérin, ce traditionnel débat en France sur la culture pour tous et la culture pour chacun. Oui, et c'est intéressant ce que dit Christophe Pomian, parce que c'est l'évolution du public du Louvre est fascinante, parce que c'est en gros un lieu qui résume tous les problèmes. Christophe Pomian disait d'abord c'était pour les copistes, vous imaginez un peu comment c'était quand même assez cerné le public. Ensuite, on l'a ouvert en effet à tous, mais ça a été pendant des décennies un musée, il faut le dire, pour les érudits. C'était un musée où même des conservateurs disaient c'est d'abord fait pour nous. Nous, conservateurs qui conservons, nous sommes là pour transmettre, etc. Rappelez-vous peut-être, mais avant le Grand Louvre, pour entrer au Louvre, on ne savait même pas où était la porte. C'était une porte d'entrée comme la porte de votre studio ici. Et voilà, il y avait une espèce d'entre-soi. Et puis, il y a eu cette explosion et le Louvre est devenu le symbole d'un musée qui est devenu quelque chose entre le loisir, le tourisme et l'érudition. Mais l'érudition a perdu du pouvoir par rapport à ce grand Barnum qu'il est devenu. Et aujourd'hui, la dernière question, en effet, c'est de dire, OK, maintenant on a 75% de touristes, comment diversifier le public français, etc. Et là, c'est ça, où, je veux dire, le problème qui inquiète beaucoup de monde, c'est avec ce pass culture, c'est sur la question de la démocratisation. C'est de croire, parce qu'on va donner 300 € aux gens, qui vont aller au Louvre ou plus aller dans des musées. C'est pas évident du tout. Toutes les études montrent le contraire. C'est ça qui est un peu inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Pomian? Écoutez, je partage tout à fait ces inquiétudes parce que je pense que le vrai travail qui doit être fait, c'est le travail de fond pour créer un désir de culture. Et c'est de cela qu'il s'agit. Un passe culture, c'est très bien, mais il ne créera pas le désir de culture chez quelqu'un qui ne l'a pas. Et la création du désir de culture, c'est un travail de fond et de longue haleine qui commence à l'école et qui pose la question comment organiser les enseignements, appelons-les artistiques. C'est le même problème avec la musique. C'est le même problème avec le théâtre. Donc, il s'agit d'habituer les jeunes à partir d'un âge assez précoce à la fréquentation des lieux culturels, à la consommation, j'utiliserai ces mots horribles, de la culture, c'est-à-dire à écouter de la musique, à regarder les œuvres d'art, à assister au spectacle vivant. Mais tout ça doit être commencé très tôt et aucun passe ne le remplacera. Et oui, mais alors ça justement, Michel Guérin, c'est fait quand même. C'est-à-dire qu'il y a des jours gratuits dans les musées, pour les jeunes, pour les scolaires, bref, c'est fait. Ça a donné quoi? Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on a l'impression que ce passe arrive comme s'il n'y avait rien. Or, vous n'imaginez pas le nombre de villes en France qui font des cartes jeunes pour aller à la culture avec des prix très très bas. Tous les lieux culturels. On fait comme s'ils ne faisaient rien, mais tous les lieux culturels ont d'énormes politiques déjà, tarifaires très basses. On a expérimenté aussi la gratuité à un moment, et encore des musées sont gratuits. Un musée gratuit ne fait pas aller plus de monde. Christophe Pomian a raison, la grande question c'est le désir. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième pass culture, là, parce que donc vous avez un premier pass culture qui est arrivé là, maintenant, pour tous les jeunes de 18 ans. Il y a un deuxième pass culture qui va arriver beaucoup plus modeste au niveau de l'argent, puisque le premier, c'est autour de 160-180 millions, et l'autre, c'est, je sais pas, c'est 5 fois moins. Alors, le deuxième pass culture va arriver en janvier prochain, et il sera à l'école. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ce que disait M. Pomian, c'est qu'il va y avoir un lien là très fort entre culture et éducation. C'est fait entre les deux ministères, c'est dans l'école, et chaque élève, à partir de la 4e jusqu'à la terminale, recevra de l'argent année après année, pour un total de 200 €. Mais surtout, c'est fait en lien avec les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants ça sera leur rôle d'un peu orienter les jeunes, de le susciter ce désir, de dire pourquoi tu vas acheter ça, pourquoi tu vas aller à tel endroit. Tiens, si tu allais plutôt ici,
Et c'est ça, je trouve, pour moi, qui est essentiel. J'ai envie de dire, si on continue comme ça, il faudra aller un peu plus loin parce que, je suis désolé, mais tous les spécialistes, notamment psychologues, psychanalystes, etc., sociologues, montrent que c'est en fait, c'est dès la maternelle qu'il faudrait un peu plus susciter le désir culturel et faire avancer comme ça. Et c'est pas à 18 ans. Ce qui va complexifier aussi la distinction ou les rapports entre le ministre ou le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Oui, ça fait 50 ans que ça ne marche pas. Ça fait 50 ans que le ministre de la Culture et de l'Éducation se disent oui, il faut absolument mettre de la culture à l'école. Ça s'est produit une seule fois. Entre 2000 et 2002, c'est lorsque Jacques Lang était ministre de l'Éducation et Catherine Tasca, ministre de la Culture. Ils ont fait un plan, ça a duré 2 ans. Le problème de ces plans-là, c'est que si vous n'avez pas 10-15 ans, ça ne marche pas et la droite est arrivée au pouvoir ensuite et a mis tout à la poubelle. Mais le corps enseignant est aussi, il faut le reconnaître, un frein énorme. Ils ont leur programme qui est compliqué, qui est long, qui est lourd. Y mettre de l'éducation artistique alors en général on le fait à 8 heures le matin ou à 5 heures l'après-midi, mais c'est vraiment une option en plus dont tout le monde se fiche, etc. Mais intégrer vraiment la confrontation des élèves avec l'art, la culture, avec des artistes, et pas simplement faire des sorties contraintes pour aller à un musée 1 heure, ça n'a jamais été fait et il faudrait arriver un jour à le faire. Mais alors, les autres tentatives, Christophe Pommian, quand on pense par exemple à Malraux, à l'époque héroïque, avec par exemple les maisons des jeunes et de la culture, est-ce que cela appartient au mythe? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'à l'époque, il y a vraiment eu des résultats en matière de popularisation de la culture auprès d'un plus large public? Michel Guérin est certainement plus qualifié que moi pour répondre, mais que je sache, ce n'était pas un énorme succès. Si ça, c'était là aussi un élément de cette politique de l'offre dont il était déjà question. On crée des maisons des jeunes et de la culture, et ensuite, à vrai dire, je ne pense pas que cela ait provoqué dans les rapports des Français avec la culture, et surtout des jeunes Français, des bouleversements révolutionnaires. Énormément de choses dépendaient, comme toujours en pareil cas, et dans le domaine de la culture, c'est particulièrement vrai, des individus, des personnalités qui étaient là. Et là, hélas, aucune politique de l'État n'est pas capable de créer un animateur charismatique qui fait venir les gens, qui sait organiser les choses. De ce point de vue-là, il y a d'ailleurs une leçon assez intéressante. Les grands festivals français, les Vieilles Charrues, etc., c'était tous au départ des initiatives des gens. Ah oui. Qui s'y étaient engagés, pour qui c'était vraiment une affaire de vie et qui ont su créer de grands événements culturels, c'est qu'aucun fonctionnaire du ministère de la Culture n'aurait pas été en mesure de faire. Donc, je pense que nous butons ici aussi dans la volonté de l'État, bute ici contre certaines réalités du domaine, où un metteur en scène exceptionnel, un animateur charismatique, un directeur des musées qui tout à coup trouve des moyens de nouer le contact avec la collectivité dans laquelle les musées se trouvent et faire du musée l'affaire de tout le monde et non pas seulement des instances administratives. Et là, hélas, l'État a beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir de créer des personnalités exceptionnelles. Michel Guérin. Et l'art, la culture, c'est ça. Michel Guérin, qu'en pensez-vous lorsque l'on voit aussi la succession des ministres de la Culture, parce que ça n'a probablement pas aidé, il n'y a pas eu de continuité. Vous disiez qu'il fallait plus de 2 ans pour faire un plan de collaboration entre l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, mais il faut aussi peut-être plus de quelques mois pour un ministre de la Culture pour s'installer. Oui, absolument. Le paradoxe, c'est que le ministère de la Culture est le principal responsable de la coupure populaire.
Je m'explique. La seule période longue, vraiment, c'est sous le Front populaire avec le ministre Jean Zay, où pour la première fois, travaillaient ensemble l'éducation, le sport, la culture et le temps libre. Et ce qui s'est passé en 1936, avec Jean Zay, il y a eu plusieurs initiatives remarquables qui ont été faites. Quand Malraux arrive et devient ministre de la Culture en 1959, il coupe la culture légitime, qu'il estime la plus importante, de la culture populaire dont il ne veut plus. Et ça passe à la jeunesse et au sport. Malraux déjà n'aimait pas le temps libre, il n'aimait pas l'expression. Il n'aimait pas ça du tout, et ça passe au sport, et ça passe au temps libre, ça passe, etc. Et donc tout le réseau des MJC, des maisons des jeunes et de la culture, n'intéressent plus le ministre de la Culture. Or, ces maisons des jeunes et de la culture sont souvent le premier contact avec les gens sur le terrain. Il y en avait des milliers, elles ont autour de 50% disparu en 30-40 ans. Or, pour moi, c'est là que se joue beaucoup. Ça se joue évidemment dans le milieu familial, à l'école, mais ça se joue aussi dans ces petits lieux culturels qui ne sont pas obligatoirement exceptionnels au niveau de la création, mais qui font beaucoup de choses. Et c'est ça qui a été laminé. Et moi, je pense que c'est ce réseau-là qu'il faudrait réanimer dans les villes moyennes, dans les villes petites. Ce qui évidemment, c'est vrai que c'est le paradoxe. Ça n'intéresse pas un ministre de la Culture de s'occuper de ça parce que c'est pas assez de qualité, c'est pas assez pour eux. Malraux, il voulait faire ce qu'on appelait pas des maisons des jeunes et de la culture, mais des maisons de la culture. Il en a fait une dizaine de son vivant, des importantes, etc. Mais il a coupé ce lien avec le populaire. Et c'est ça le vrai problème. Et justement, lorsqu'on reprend l'histoire du musée Christophe Pomian, parce qu'il y a aussi l'apparition de musées un peu étranges, je veux parler de fondations privées, et j'en parle notamment parce que le quartier du Louvre à Paris va être modifié par l'apparition de la collection Pinault à la Bourse du Commerce à côté. Ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle place ça prend dans votre histoire des musées? Écoutez, nous parlons comme si le modèle français était universel, ce qui n'est absolument pas le cas. Il suffit de penser aux États-Unis, qui sont les pays du plus grand nombre de musées au monde. Et qui ont réussi certaines choses que la France n'a pas réussi. Je crois que c'est Michel Guérin qui a cité le MoMA dans notre conversation, mais le MoMA a su devenir un musée des New-Yorkais, un musée des habitants de la ville, un lieu où toute une partie de la ville se reconnaît. Je ne dis pas que ça touche tout le monde, loin de là, évidemment. Dans une société extrêmement inégalitaire en termes financiers, en termes culturels, mais ça touche quand même beaucoup de monde, et il y a ces sentiments d'appropriation de la part d'une partie de la population. Et pour répondre à votre question, les initiatives privées dans l'histoire des musées ont joué un rôle absolument déterminant et central, non seulement d'ailleurs aux États-Unis, dans tout le monde anglo-saxon. Et donc, je pense qu'il faut se réjouir de l'arrivée à la Bourse du Commerce de la collection Pinault. Et ça ne peut qu'augmenter le nombre comment dirais-je, de visiteurs qui seront sur zone. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment un des changements les plus fascinants depuis une dizaine d'années, parce qu'arrive en effet la collection Pinault à la Bourse de Commerce. Mais enfin, ça suit quoi? Ça suit la fondation LVMH à Paris, la fondation Gary Lafayette, la fondation Pernod Ricard, la fondation Cartier, qui a été la première à venir. Ça traduit quoi? Ça traduit une chose déjà, c'est toutes ces grandes marques étaient mécènes de l'art avant, mais elles se disent: pourquoi pas faire nous? Pourquoi on ne ferait pas nous plutôt que de le faire par d'autres? Et donc, ce qui est inquiétant
pour les lieux publics, c'est que toutes ces grandes marques donnaient du mécénat, leur donnaient du mécénat pour faire des grandes expositions au Grand Palais ou ailleurs, et maintenant elles le font elles-mêmes. Bon, ça c'est un changement. Alors moi, je trouve ça merveilleux. Ça veut dire des pertes de revenus. Ah ben évidemment, c'est des pertes de revenus, c'est aussi une concurrence, hein, il ne faut pas se leurrer. Ces fondations, quand vous aviez la fondation LVMH qui faisait la grande exposition Stückin il y a un an, et ça a battu, je crois, le record mondial des musées avec 1 million de visiteurs, voire 1 million 2, ce coût d'exposition, semble-t-il, a été de plusieurs dizaines de millions d'euros, et aucun musée français n'aurait pu faire ça, n'aurait pu payer, etc. Ils vont faire Morozov là, à la rentrée, une autre collection russe exceptionnelle. Je pense qu'aucun musée français n'a les moyens de faire ces expositions. Donc voilà, vraie compétition. Christophe Pomian. Oui. Christophe Pomian, sur justement cette question des collectionneurs privés, je crois que vous vouliez réagir. Oui, c'est-à-dire, je voulais tout simplement ajouter que nous avons en France l'habitude, que je crois mauvaise, d'opposer les secteurs privés au secteur public, de les voir un peu en termes antagonistes, tandis qu'il faut les voir en termes complémentaires. Et il est pour moi incontestable que surtout avec les évolutions économiques auxquelles nous assistons maintenant, c'est le secteur privé qui va prendre une grande partie des responsabilités dans l'offre culturelle. Alors, il faudra évidemment ensuite chercher les moyens de bonnes collaborations et pour que les expositions temporaires des musées dont il était question auparavant et dont le rôle est extrêmement important, parce que ce sont elles qui font venir les gens, y compris parfois les nouveaux publics, pour que ces collaborations entre le secteur public et le secteur privé, entre les musées nationaux qui sont en fait les musées d'État et les collections privées, pour que ces collaborations s'organisent. Une réorientation, et effectivement. Michel Guérin, autre thème qui peut-être deviendra un thème politique, je veux dire, à l'échelle nationale, ce que mon camarade Frédéric Martel a appelé la révolution culturelle de l'écologie politique. Alors lui, il parlait de Grenoble, c'est à retrouver sur le site de France Culture. C'est un article qui a déclenché beaucoup de réactions, mais on a vu dans différentes municipalités écologistes l'idée que finalement on n'avait plus besoin de subventionner les arts classiques, les arts savants, et qu'il fallait se tourner plutôt vers une politique culturelle plus populaire. Oui, en tout cas, pour l'instant, dans les mots, en effet, plusieurs villes... Plus que dans les mots, à l'Opéra de Lyon. Oui, enfin, à l'Opéra de Lyon, ils ont supprimé... la mairie verte a enlevé une petite somme de 500 000 euros. Voilà, 500 000 euros sur un budget beaucoup plus important. 7 millions, je crois. Voilà. Mais symboliquement, ça n'est pas neutre. Je ne veux pas les défendre parce que je pense que je veux pas les attaquer non plus. À leur faire, je veux vous poser une question. Je pense qu'il n'y a pas eu non plus de grande révolution, de grande opposition. Vous ne pensez pas que c'était un geste politique venant d'un homme politique? Le problème, voilà, pour l'instant des mairies vertes, c'est qu'elles veulent renverser la table, comme dirait Jacques Lang avec fureur, puisqu'il est contre. Et ce qui est intéressant, c'est que les Verts disent le modèle Malraux-Lang, c'est-à-dire ils les mettent dans le même panier, comme si c'est des gens qui avaient défendu l'élite, etc. Et eux disent, nous, on va défendre plus le peuple, etc. Ce qui est inquiétant pour l'instant chez certaines mairies vertes, c'est qu'ils sont plutôt forts pour supprimer des subventions. Ça a été le cas beaucoup à Grenoble, un peu à Lyon, plus quelques gestes un peu inquiétants à Bordeaux, où ils ont fait une campagne de publicité pour dire à quoi ça sert un artiste, est-ce que c'est vraiment un métier, quelque chose comme ça. Bon, bref, très maladroite. Et donc, on peut s'inquiéter. Pour l'instant, on aimerait bien voir. On sait ce qu'ils savent pour enlever, mais on aimerait savoir exactement ce qu'ils veulent mettre à la place. Et ça, on ne le sait pas encore. Michel Guérin, on vous retrouve dans les colonnes du Monde, par exemple, cette semaine, sur le pass culture et l'hostilité qu'il suscite dans le monde culturel. Et puis alors, Christophe Pomian, votre somme, le musée Une histoire mondiale, c'est aux éditions Gallimard. Le 2e tome est paru en mars dernier. Et puis alors, on attend le 3e tome en préparation qui paraîtra à l'automne.